Bonjour à tous, je suis Michela Nicolai et je suis co-autrice avec Charlotte Ginos-Lassic de l'ouvrage Musique dans l'Italie fasciste. En 1922, la marche sur Rome permet l'accession au sommet de l'État de Benito Mussolini, dans une jeune nation travaillée par un sentiment nationaliste ambivalent, non encore unifié culturellement et économiquement, mais marquée par la perte des territoires irrédents sur la côte adriatique. Dans le domaine musical, les difficultés à appréhender les liens entre les régimes et les compositeurs s'avèrent redoublées. Quoi de commun entre les premiers textes de 1922, l'enthousiasme qu'ils purent susciter chez des jeunes musiciens marqués par Gabriele D'Annunzio et la ligne de scission représentée par l'adoption des lois raciales à l'automne 1938 au sein d'une génération dont de nombreux membres étaient engagés dans des unions mixtes? Quelle image unifiée de l'Italie entre Alfredo Casella, soliste international révélé à Paris, Hildebrando Pizzetti, attaché à sa Parme natale, et l'Istrien Luigi Dalla Piccola, né au cœur des terres irrédentes, puis exilé à Florence, qui adopte les points de vue des compositeurs, ne perçoit pas davantage d'unité. Les points de vue esthétiques ne s'avèrent guère plus simples. Comment expliquer qu'en 1932, un manifeste signé des plus importantes figures institutionnelles de la musique italienne condamne la modernité européenne, la tonalité et l'énoclassicisme, alors que lors de la saison 1942-1943, Wozzeck de Berg est créé à Rome? En somme, il n'existe pas de fascisme musical. La contradiction constante entre des discours étatiques, qui de 1922 à 1943 évoluèrent grandement, et les réalités régionales, voire locales, inhérentes aux institutions culturelles, pensons à la Biennale de Venise, au Maggio Musicale, au Festival Monteverdi à Crémone, s'impose inévitablement aux observateurs. Il est du politique dans la musique italienne des décennies fascistes. Mais comment les décrire? Comment surtout rendre compte des 2 décennies musicales sans en masquer la complexité, les contradictions et les difficultés? Comment évoquer les liens des compositeurs à l'État sans simplifier leur parcours? Œuvres, institutions, prise de position publique, écrits privés, telles sont les clés d'entrée de notre ouvrage. La musique légère fait également l'objet d'une étude spécifique par le biais de l'opérette et de la chanson, utilisée davantage comme outil de propagande et d'apaisement du moral des soldats et des masses inquiètes puis fatiguées par l'autarcie. La chanson Faccetta Nera en représente un exemple marquant. Réunissant un texte de Renato Micheli et une musique de Mario Ruccione, Faccetta Nera est rendue célèbre par Carlo Buti en 1935. La chanson est proposée pour la première fois au théâtre de Les Quattro Fontane à Rome. Une jeune femme noire, conduite en scène enchaînée, s'y voyait délivrée du joug de la captivité par Anna Fugese, une célèbre diva de la revue de l'époque, enveloppée dans les drapeaux italiens. Dans le contexte de la guerre d'Éthiopie, Faccetta Nera apparaît comme une chanson de libération, d'affranchissement de la belle Abyssine, de l'esclavage auquel les Négus l'avaient obligée et soumise. Je cite: « Petit visage noir, belle Abyssine, attends et espère que l'heure approche. Quand nous serons près de toi, nous te donnerons une autre loi et un autre roi. » Le morceau prend enfin son envol. Les légionnaires qui partent pour l'Afrique chantent ces couplets et rapidement elle s'impose comme l'un des tubes du vingtaine. Les paroles toutefois suscitent les suspicions du régime qui soumet les textes à main remaniement. D'abord, on supprime la référence à la défaite italienne à Adwa, car il s'agissait de la première bataille gagnée par un pays africain face aux colonisateurs européens. Puis, une autre strophe, appelant la jeune femme noire « notre sœur et belle italienne », est écourtée, car elle sous-entendait des droits de citoyenneté pour les Africains colonisés, inimaginables par l'État fasciste. Après l'aval des lois raciales contre les populations des colonies, Faccetta Nera est interdite de diffusion, car, d'après les partis fascistes, elle risque d'encourager la mixité entre les soldats italiens et les femmes abyssines auxquelles était consacrée la chanson. L'écrivaine Ijaba Shego souligne combien, dans Faccetta Nera, c'est la possession charnelle de la femme noire qui émerge. Ses succès fut aussi accusé de plagiat, mais rien ne pouvait arrêter son énorme importance auprès des Italiens et paradoxalement auprès des protagonistes féminines de la chanson. Une fois la Seconde Guerre mondiale terminée, défascistiser les peuples italiens semble nécessaire autant que difficile, car une large partie de la population active était employée dans les divers rouages bureaucratiques du régime précédent.
Dans le domaine musical, les mêmes principes furent appliqués. Les musiciens fonctionnaires de l'époque fasciste restèrent donc en place après la libération. Plus que jamais, le devoir de mémoire est aujourd'hui plus important que l'enseignement de cette période dans les écoles publiques italiennes est délaissé en faveur de celui des événements contemporains. Seule la connaissance des faits qui se sont déroulés pendant le vingennio nous permet de comprendre l'histoire et les contradictions de l'Italie d'aujourd'hui. Nos derniers mots sont empruntés à la sénatrice à vie Liliana Segre, rescapée du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. L'indifférence est plus coupable que la violence. C'est l'apathie morale de ceux qui se tournent de l'autre côté. Cela arrive encore aujourd'hui à travers les racismes et les autres horreurs du monde. La mémoire est un vaccin contre l'indifférence. Bon 75e anniversaire de la Liberazione. Bonne journée à tous. Michela Nicolai. Au revoir.